Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki ZZR 600 de 1992. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore la chance, grâce à l'un de mes abonnés, de pouvoir vous faire le test d'un Youngtimer. D'ailleurs, plus qu'un Youngtimer, on est à la limite d'une moto de collection. Car aujourd'hui, il s'agit d'un modèle de 92, donc elle a bientôt 30 ans, mais c'est une moto qui a été présentée officiellement en 89 et qui a commencé sa distribution en 91. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu d'autres tests de la gamme Kawasaki ZZR, une gamme qui est au fil du temps devenue une référence en sport GT, mais à la base, lorsque cette ZZR 600 a été commercialisée, elle n'a pas été conçue comme une sport GT. C'était à l'époque une sportive. D'ailleurs, il semblerait que sur certains marchés, elle n'ait pas été commercialisée sous le nom de ZZR, mais de ZX6. Et au final, elle a été considérée par la suite comme une sport GT uniquement car sa rivale était une de ses sœurs, la ZX6R, qui était encore plus sport, mais elle n'est arrivée qu'en 95. Donc au niveau du style, forcément, on retrouve le bio-design, tout est en rondeur sur cette machine. C'est une moto un petit peu grosse pour une 600, il faut l'avouer, et je trouve qu'elle ressemble un petit peu, sur certains aspects, à une GSX-F 600, qui a un avant qui ressemble un petit peu à un escargot, avec ce phare et les rétros qui lui font des genres d'antennes. Cette machine étant conçue à la base comme une sportive, elle est bien sûr motorisée par ce que les Japonais font de mieux et de plus performant, un 4 cylindres en ligne. Cette machine se voulait l'entrée de gamme de la catégorie sport, donc on est sur une cylindrée de 600 cm3 qui développe quand même 100 chevaux, ce qui est loin d'être ridicule, même à l'heure actuelle. La machine que je teste aujourd'hui est globalement d'origine, il y a très peu de modifications. La seule chose qui tranche avec l'origine, c'est bien sûr la peinture. Celle-ci a été complètement repeinte dans un vert Kawasaki, mais d'origine, elle n'était pas proposée avec ce coloris et cette finition. Il n'y a d'ailleurs quasiment aucun accessoire sur cette machine aujourd'hui. Le seul qui est présent, c'est un indicateur de rapport engagé et vous avez le support de plaque à l'arrière qui a été un peu raccourci. Sinon, la moto est vraiment d'origine. Au niveau technique, vous avez par contre l'échappement qui a été remplacé. Normalement, sur cette moto, vous avez un échappement de chaque côté. Et là, ça a été remplacé par un échappement du côté droit de la marque Remus. Bon, la première bonne surprise quand on monte sur cette machine, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très grand, c'est sa faible hauteur de selle. Alors, il semblerait qu'elle a été très légèrement rabaissée par un des précédents propriétaires, ce qui fait d'ailleurs que maintenant, la béquille centrale a été supprimée, car le carénage était trop bas, et on finissait par faire frotter la béquille centrale au moindre virage. La position est bien sûr sport, on est un peu penché vers l'avant. Je fais bien corps avec le réservoir, celui-ci est un peu large, mais il a des flancs sans arête saillante et donc c'est plutôt confortable. La selle est elle aussi un peu large, mais elle a l'air confortable également. On est bien assis sur cette machine. Le guidon est un petit peu relevé, vous pouvez voir qu'on a un guidon qui ressemble à des bracelets de course mais très légèrement rehaussé, donc au final on n'est pas aussi penché que sur des hyper sports extrêmes. Là on est vraiment sur une sportive années 80-90, tout ce qu'il y a de plus standard. On voit bien qu'au fil des années les sportives se sont de plus en plus radicalisées. La position ne me permet néanmoins pas de prendre les infos aussi bien qu'avec un roadster. Je peux tourner la tête pour voir ce qu'il y a sur les côtés, mais je peux pas juste en tournant la tête savoir ce qui se passe derrière moi. Heureusement, les deux rétros sont suffisamment loin devant moi et sur l'extérieur pour que j'arrive bien à voir ce qui se passe derrière moi. C'est plutôt rassurant. Allez, première accélération. On découvre assez vite son tempérament à cette machine. Elle ne marche très bien que dans les tours. Et c'est un bonheur de rouler à haut régime avec elle. Et ici, je réaccélère un petit peu. Et vu que c'est un 600, on se retrouve quand même assez vite dans les tours.
sans forcément aller tout de suite à des vitesses complètement illégales. De plus, avec cet échappement Remus, on a une sonorité qui est valorisante, typique à un 4 cylindres en ligne, mais pas si forte que ça. C'est vraiment pas mal. La moto est encore actuellement équipée d'une bulle d'origine et elle est beaucoup trop courte. En roulant ne serait-ce qu'à 70-80, l'air est dévié directement dans mon casque. Il faudrait que je me penche comme ceci pour que ce soit un minimum efficace. Et là, la position est juste insupportable. Je vais maintenant prendre ce virage à basse vitesse. Ah, la machine est plutôt, comment dire, facile à manœuvrer, mais il est vrai que le guidon est pas encore suffisamment large à mon goût. Il suffirait de 1 ou 2 cm de plus pour avoir encore un meilleur bras de levier, mais la moto est relativement facile, hein. Comme à mon habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Je rappelle qu'on est sur une machine avec un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui développe 100 chevaux. La machine est donnée pour un poids tout plein fait d'environ 220 kg. Et bien sûr, il n'y a aucune aide électronique, il n'y a pas d'ABS, c'est alimenté par carbu. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur cette route. Allez, c'est parti! Eh ben les amis, ça marche bien. Et cette sonorité, cette sensation d'être à plus de 10 000 tours, c'est toujours aussi jouissif. Allez, je m'arrête maintenant juste ici pour faire un petit demi-tour. Alors vous voyez déjà que avec cette machine qui est rabaissée, là du haut de mon 1m70 m, j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond et l'angle est vraiment important pour une sportive. Voyons maintenant si je réussis à faire demi-tour sans sortir de la route. Et oui, vous voyez que je finis pile sur l'autre fil, donc pour une sportive, ça braque vraiment très bien. Maintenant, on est reparti pour une petite accélération et ensuite, je me concentre sur le freinage. Let's go! Maintenant, je freine. Frein arrière, ça freine assez peu. Frein avant. Bon, le frein avant, ça va. Mais c'est typé années 80. Hein. On a une première zone de freinage qui est assez molle. Et il faut vraiment tirer sur le levier pour avoir du mordant. Après, quand on tire vraiment, ça freine. Il y a quand même de la puissance de freinage. Mais on est très très loin des sensations qu'on peut avoir sur des machines plus récentes. Bon, en termes de performance, vous l'avez vu, hein, ça marche très bien, ça monte très vite dans les tours, on a une bonne sonorité, on se retrouve à 100 km/h en début de deuxième, donc il y a quand même une bonne allonge. C'est vraiment une mécanique typique à ces années-là, hein, et c'est uniquement à partir de 2010 hein, que les 4 cylindres de petites cylindrées ont été un peu boudés et remplacés essentiellement par des bicylindres. Dans ce rond-point, ça se bascule assez facilement. On réaccélère. Et tout de suite, on monte dans les tours. Eh bien les amis, bien que ce ne soit qu'un 600, c'est un véritable pouce au crime. On se retrouve tout le temps à des vitesses aberrantes. Dès qu'on veut taper au-delà des 10 000, c'est un véritable massacre pour votre permis. Au niveau des commodos sur cette moto, c'est assez classique. On retrouve la finition un petit peu carrée de tous les boutons, typiques aux années 80-90. Sur la gauche, on a bien sûr toutes les fonctions gérant l'éclairage. On a aussi une tirette pour le starter. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit et le bouton afin de allumer ou éteindre les feux, vu que ce n'était pas un allumage automatique à l'époque.
Le tableau de bord, lui, est bien sûr avec des gros compteurs à aiguille, chose que j'adore et que je regrette vraiment qu'il n'y ait plus sur les machines modernes. On en a un avec la vitesse, l'autre pour le contour, et un dernier plus petit pour la température du liquide de refroidissement. Au niveau des voyants, c'est assez simple, bien sûr, clignotant, pression d'huile. On a aussi un voyant qui vous indique votre réserve de carburant. Dans ces ronds-points, c'est vraiment facile à manœuvrer, hein. La machine est équipée de pneus relativement fins. C'est un 120 en 17 pouces à l'avant et 160 à l'arrière, c'est-à-dire une monte assez équivalente à ce que vous auriez actuellement sur un SV 650. Allez, je freine de nouveau, frein arrière, frein avant. Ouais, il n'y a pas de crainte avec ce frein, hein. Ça fonctionne plutôt bien. Au niveau des leviers, les deux sont réglables, que ce soit le frein ou l'embrayage. Maintenant, j'ai essayé de faire un test de souplesse. Je me mets sur le rapport le plus élevé, donc je suis en 6e à 30. Et ça fonctionne, hein. On peut voir que sur le ralenti, la machine, elle ne bronche pas, elle cahote pas. Et si je veux réaccélérer, même assez fort, bah forcément, il y a très peu de performance, mais ça reprend, c'est souple, hein. Ce moteur est, une fois de plus, comme tous les bons 4 cylindres, assez souple. Et là, je me retrouve dans un virage, tout de suite, ça vous incite à coucher la machine, à sortir le genou. C'est vraiment une sportive, hein. C'est juste qu'à l'époque, les sportives étaient bien plus civilisées qu'elles le sont aujourd'hui. De nouveau, un petit virage à basse vitesse. Ça se manie quand même relativement bien, hein. Une fois qu'on a pris un peu ses marques sur cette machine, il n'y a pas réellement de grosses difficultés, hein. Alors par contre, les suspensions sont extrêmement fermes. Là-dessus, à la moindre imperfection, j'ai l'impression que je bouge de partout, que ça saute un peu. Là, la route est assez déformée, franchement. Le moindre défaut, il me remonte dans les fesses. Il semblerait d'ailleurs que la fermeté des suspensions ait été un problème sur les premières années de cette machine et que ça a été corrigé ensuite à partir de 93, car beaucoup de clients s'étaient plaints que c'était beaucoup trop ferme. Voyons maintenant ce que ça donne sur un Dodan. Je suis à 30. Et oui, c'est beaucoup trop ferme. On n'est même pas à la fermeté que j'aime d'habitude sur une sportive. Là, on est encore au-delà. C'est juste presque une douleur quand vous prenez une bosse trop rapidement. Et vous avez le cul qui saute. C'est vraiment trop ferme. Sur cette machine, vous avez une fourche à l'avant qui n'a pas l'air d'être réglable. Et à l'arrière, pareil, je n'ai pas vu de réglage. De toute façon, l'accès à la suspension arrière est relativement difficile. Allez, on réaccélère. Quand on veut rouler aux vitesses légales, on est souvent entre 4 et 8000 tours. Et à ce régime, la machine est déjà agréable. Mais c'est vrai qu'on est très loin de sa zone de performance, hein. Maintenant, j'arrive dans une petite succession de virages. Voyons comment ça se comporte. Ça s'incline vraiment très facilement. Ça incite à prendre les virages très très vite. Et il y a tellement d'allonge que, en me mettant en 3e, j'utilise déjà même pas tout le moteur. Ouais, franchement, ce moteur n'a pas grand chose à envier à ce qu'on aurait sur une machine de cette cylindrée en neuve, hein. Et pour un 600, il est quand même assez, coupleux. On se sent pas, la nécessité tout le temps de jouer de la boîte de vitesse. De nouveau un petit freinage. Et comme je le disais, le frein avant, c'est ce qui a peut-être le plus vieilli, hein. On n'a pas du tout les sensations d'une machine moderne, mais ça reste suffisant. Alors la boîte de vitesse, je sais pas si vous l'entendez, mais très souvent elle est bruyante quand je change de rapport. Elle fonctionne bien, elle verrouille bien, ça c'est pas un problème, mais alors elle est vraiment très très bruyante, hein. On va essayer de dépasser. Vous l'aurez vu, hein, c'est une formalité. J'ai même pas dépassé les 10 000 tours et j'atomise déjà tout le monde. Une petite particularité sur ce compteur que j'ai oublié de vous décrire, c'est qu'on a 2 tripes partielles. Vous avez 2 tripes à rouleau et je pense que c'est la première moto que je vois équipée de ça. D'habitude, il n'y en a qu'un seul. Allez, je réaccélère un peu.
Ah, franchement, elle est vraiment très fun cette machine. Il suffirait d'avoir la même moto avec, allez, une trentaine de kilos de moins et ce serait parfait. Et cette sonorité, les amis, c'est juste du bonheur. Et pourtant, je roule pas si vite que ça. Ah, c'est toujours un bonheur pour moi de redécouvrir ces machines un peu anciennes et de m'apercevoir qu'au final, quand certains disent que c'était mieux avant, bah, ils n'ont pas forcément tout à fait tort. À l'époque, il y avait des machines absolument géniales. On va faire maintenant un petit tour sur l'autoroute. Alors malheureusement, le problème de protection ne s'améliore vraiment pas avec la vitesse. Si je veux être un minimum protégé, il faut que je me recule sur la selle, que je me baisse. Et là, ça va. J'ai pas encore trop d'air. Mais dès que je me relève, j'ai énormément de vent en pleine tête. Au niveau des jambes, je suis relativement protégé du vent. Les carénages sont suffisamment larges. Je vais faire un test de reprise. Donc là, je suis en 6e à environ 110. J'accélère à fond. 120, 130, 140. Vous voyez, c'est malgré que le fait que ce soit une 600, lorsqu'on est entre 110 et 130, on est à mi-régime et ça reprend très bien. Donc c'est tout à fait possible de faire de longs trajets sur l'autoroute avec cette machine. Il faudra juste s'accommoder de la position aérodynamique qui n'est pas forcément des plus confortables. Concernant l'éclairage, sur cette moto, on retrouve le style typique de Kawasaki, c'est-à-dire avec tous les clignotants intégrés directement dans les carénages. Et perso, j'apprécie vraiment ce look. Ça vieillit beaucoup moins que sur les autres machines qui ont des énormes clignotants externes. Et un autre fait qui me surprend avec cette machine, c'est que même dans une circulation assez dense, elle est facile. On a quand même suffisamment de prise d'infos autour de nous, on n'a pas une position trop extrême, on peut utiliser cette machine en ville bien plus facilement qu'avec une sportive moderne. Par beaucoup d'aspects, elle me fait beaucoup penser à sa concurrente de l'époque, la CBR 600F, qui était elle aussi une sportive un tout petit peu moins extrême et qui fonctionnait tout aussi bien. Allez, on est reparti pour une accélère. Eh bien les amis, c'est une boule de fun cette machine. Franchement, on s'attend pas maintenant qu'on voit une machine avec un look comme ça, un peu à l'ancienne, à ce que ce soit aussi performant. On n'est pas habitué. Et pourtant, je vous invite, si vous avez l'occasion, à tester une de ces machines. Vous allez être extrêmement surpris. C'est uniquement un 600, mais ça prend 14 000 tours. Et ça y va sans aucun problème. Et c'est que du fun. Franchement, c'est que du fun. En plus, c'est pas extrême. Maintenant qu'on a vu que sur la route, c'était encore tout à fait au niveau d'une moto moderne, parlons un petit peu de ses autres aspects. Tout d'abord, au niveau des rangements. Alors, on a un petit rangement, vous voyez, un vide-poche dans le carénage à l'avant qui ferme à clé. Et ça, c'est plutôt pratique. Une fois de plus, on voit pas vraiment ça maintenant sur des machines récentes. Vous avez à l'arrière aussi des petits crochets en métal qui sont déployables afin de pouvoir les utiliser pour fixer des tendeurs. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est maintenant extrêmement rare sur des motos modernes. On retrouve un attache-casque qui ferme bien sûr à clé. Mais bizarrement, la selle n'a pas l'air de se démonter. Au niveau de la consommation, c'est relativement standard pour une machine qui prend autant de tours, vu que ça incite forcément à rouler un peu fort. La conso moyenne est environ à 7,5 litres, ce qui ne me choque pas pour une machine à carbu de cette époque qui prend, je le rappelle, 14 000 tours. Le réservoir, lui, fait 19 litres, donc vous avez une autonomie qui est, on va dire, dans la moyenne. Ensuite, si l'envie vous prend de rouler avec un passager sur cette sportive, eh bien c'est possible, vu que la selle est quand même très large. Comme je vous disais, aujourd'hui je teste un modèle de 92, donc un des premiers. Et actuellement, cette machine, elle arrive à peine en collection, elle n'est pas encore recherchée vraiment par les collectionneurs. Elle a une cote assez faible. Un modèle en bon état, ça vaut moins de 2000 €.
et la plupart sont modifiés, magouillés, on va dire accessoirisés bizarrement, et surtout le plus souvent l'entretien est très flou sur ce genre de machine, ce qui fait que les prix sont extrêmement faibles. À savoir que, bien que ce soit une japonaise et que ce soit réputé globalement fiable, ces machines chez Kawasaki à l'époque demandaient un entretien scrupuleux et fréquent. On parle d'un entretien relativement coûteux, à peu près tous les 5000 km. Et c'est à peu près le seul moyen de maintenir ces motos en vie sur le long terme, parce que c'est tellement performant que sinon vous allez tout détruire. Reste plus qu'à essayer d'en trouver une encore en bon état, ce qui sera très certainement la partie la plus compliquée. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette ZZR 600. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine ou si vous en avez possédé une, n'hésitez pas, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera super intéressant. Car comme je le disais, elle arrive maintenant en collection et donc on devrait voir l'intérêt pour ce genre de machine et la cote remonter très bientôt. Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici avec cette machine pour me la prêter, c'était super sympa de sa part. Si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous avez apprécié le test de cette Youngtimer. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si vous aimez ce contenu, vu que je sors ce genre de test assez régulièrement. Moi, je vais rendre maintenant ce bolide à son propriétaire, et je vous dis à bientôt, et surtout, ve à tous! Quand je vois les caractéristiques de ces machines, je me demande vraiment pourquoi aucun constructeur à l'heure actuelle n'essaie de revenir aux bases, c'est-à-dire une machine performante, basse, maniable, fiable, pas trop chère. Mais ça, visiblement, ça n'intéresse plus trop les constructeurs. Ils préfèrent nous faire des montagnes de chevaux ingérables, beaucoup trop chères, mais qui leur rapportent une fortune.